Oui. Merci beaucoup pour ta brillante présentation. Je voulais juste rajouter quelques éléments avant qu'on mette ma présentation ici. Donc, amnésion, je voudrais juste vous expliquer ce que c'est qu'amnésion, c'est perte de mémoire. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à la présentation du professeur Jacques Buxoro. Tout à l'heure, il parlait de oui. Je prends ça, je peux prendre, hein? D'accord. Voilà, il parlait justement du CRAT. Le CRAT, c'est vraiment un site qui est très très intéressant et vous pouvez l'utiliser surtout pour tous les médicaments qui sont pour la femme allaitante et la femme enceinte. Vous rentrez avec C, comme il a dit, CRAT. Ça veut dire que c'est un centre de référence sur les agents tératogènes. C'est quoi tératogène? Justement, pour une femme qui est enceinte, justement, ça pourra... Si elle prend des médicaments qui sont contre-indiqués pour elle, elle peut justement donner le bébé qui peut partir. Alors, et puis, il y avait aussi un autre point que je voulais aussi rajouter, c'est quel est le rôle de la pharmacovigilance? C'est quelque chose de très très important. Donc, c'est un centre où on fait des notifications pour l'usage des médicaments. Normalement, avant de donner l'AMM, justement pour un médicament, on utilise des études qui sont justement pour quelques personnes. Et après, normalement, quand c'est utilisé par un ensemble, justement, de patients, il faudrait que ça soit notifié par les médecins et par tous les centres, justement, même par les patients, quand il y a un effet indésirable, même si ce sont des effets indésirables qui sont justement notifiés dans le RCP, mais il faut absolument les rajouter en les notifiant à chaque fois qu'on a un problème, justement, qui est donné par les patients. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, justement. Alors, maintenant, je passe à la présentation, donc je complète un petit peu, mais je fais ça ou comment je fais? Voilà. Donc, je complète avec ce que le professeur Jacques Buxoro avait déjà, la procédure de comptoir. Donc, vous le savez, mais on va quand même faire un petit résumé là-dessus. C'est connaître le patient. Quand il y a un patient qui vient avec une ordonnance, on ne sait pas si c'est pour lui ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, on est obligé de demander c'est pour qui. Parce que normalement, le médecin, il doit absolument marquer, ce sont les obligations pour une ordonnance, il doit y avoir absolument le nom du patient, l'âge, le poids. Mais généralement, on n'en reçoit pas du tout ça. Donc, on est obligé de demander pour qui ce médicament-là, pour savoir est-ce que les posologies sont respectées ou pas. Donc, connaître les besoins. Par exemple, c'est une personne qui a un problème d'une maladie chronique, par exemple le diabète, on doit savoir pour accompagner le patient. Les questions qui sont spécifiques pour chaque pathologie, c'est un peu normal. Bon, pour le traitement, donc... Je revois ça, donc on explique évidemment le traitement, prendre avant le repas ou après le repas, et puis les durées et tout. Ça a été déjà dit par professeur Jacques Buxoro. Alors, le cas du comptoir que je vais prendre, moi, c'est surtout, en premier lieu, quelqu'un qui vient et qui dit « j'ai une douleur ». Donc, quelles sont les questions qu'on va lui poser pour lui donner justement un médicament antidouleur? Donc, d'ailleurs, très souvent, ce sont les symptômes qui sont justement très demandés au niveau de l'officine. Donc, notre rôle, c'est de savoir pour qui et depuis quand il a ces douleurs, pour lui donner le bon antidouleur. Les principaux antidouleurs, on donne en premier lieu le paracétamol, parce que là, on peut le donner pour n'importe quel cas, même pour une femme enceinte, une femme allaitante. Par contre, les anti-inflammatoires, les ANS, on va savoir pour qui on peut les donner et pour qui on ne peut pas les donner. Association paracétamol-codéine, on ne peut les donner que sur ordonnance médicale. Et puis, les autres antispasmodiques, c'est-à-dire quand on a des douleurs au niveau du tube digestif. Question qu'on pose, je reviens là-dessus, pour qui, quelle douleur, depuis quand et tout. Donc ça a été aussi déjà dit par le professeur. Maintenant, un cas. Je vais mettre cas par cas. Premier cas, le jeune qui est adulte. Ça peut être un jeune, ça peut être un adulte
par exemple, il a des maux de tête. Qu'est-ce qu'on donne? Le paracétamol. Mais on doit absolument conseiller que le paracétamol ne doit pas dépasser 3 grammes par 24 heures. Et il faut toujours conseiller entre la prise de paracétamol d'une autre prise, il faut minimum 6 heures. Il faut toujours le conseiller après le repas pour ne pas avoir les effets justement indésirables qui sont hépatiques. Pour le cas d'une femme allaitante avec douleur lombaire, je peux donner le paracétamol, mais un anti-l'ANS, l'anti-inflammatoire non stéroïdien, à ne pas donner justement pour une femme qui est allaitante. Normalement, ce n'est pas très conseillé. Mais si jamais elle veut le prendre, ça ne doit pas dépasser 2-3 jours. Les patients qui sont sous anticoagulants, les AVK ou les AOD, c'est les antivitamines K ou justement les antioxydants directs. Les anticoagulants directs. On ne peut pas donner les ANS, ils sont justement en contre-indication. Donc quand il y a une personne qui vient et qui nous dit j'ai telle douleur et qu'elle veut par exemple de l'ibuprofène, un ANS, il faut absolument lui dire est-ce que vous êtes sous anticoagulant? Quel type de médicament que vous avez déjà? Comme ça on peut savoir si on peut lui donner ou pas. Un patient qui est hypertendu avec des douleurs articulaires. Et ça arrive souvent. Déjà, on a des patients qui sont... D'ailleurs, nous avons des patients qui sont très fidèles à la pharmacie, donc on sait très bien qu'ils ont une maladie qui est par exemple l'hypertension et qui ont une douleur, par exemple, articulaire et qui vont chez le rhumato. Le rhumato, la première des choses, il mesure la tension, il va la trouver normale. Bon, c'est normal parce que de toute façon, il est sous anti-hypertenseur. Et donc, il ne lui demande pas s'il prend tel médicament ou pas. Des fois, il lui prescrit des ANS. Et ils sont contre-indiqués chez les personnes qui sont hypertendues et surtout sous 2 types d'antihypertenseurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, notre conseil, c'est toujours bien conseiller l'antidouleur pour telle ou telle situation. Demande d'antidouleur. Là, j'ai fait un résumé, par exemple, pour les médicaments et grossesse. On ne peut pas donner l'ANS. Le paracétamol, on peut le donner. Le tryptophane anti-migraine, on peut le donner. Le paracétamol et codéine, on ne peut pas le donner pour une femme qui est enceinte. Donc, j'ai fait à chaque fois un tableau où je résume les indications. Chez une femme allaitante, paracétamol, oui, on peut le donner. Paracétamol plus codéine, attention, on ne peut pas le donner. L'ibuprofène plus le diclofénac à éviter chez une femme allaitante également. Et pourtant, on a beaucoup de cas où on a des femmes qui sont allaitantes et qui viennent et qui demandent de l'ibuprofène surtout. Ils disent, moi j'ai des douleurs, j'ai par exemple une inflammation à ce niveau-là, donnez-moi l'ibuprofène, je le prends, d'ailleurs je l'ai déjà pris, mais bon, maintenant vous êtes allaitante, donc il ne faut pas le prendre. Pour une femme enceinte, c'est même une contre-indication absolue chez une femme qui est enceinte au-delà de 6 mois. Une contre-indication absolue d'ANS. Alors là, je passe à le deuxième cas. Ce sont l'accompagnement des patients qui sont hypertendus. J'ai fait un petit résumé. Donc normalement, on leur mesure la tension. Par quel mécanisme? D'ailleurs, quand il y a un patient qui vient chez nous, qui nous dit, bon, tel ou tel symptôme est là, donc on lui dit, venez. Par exemple, j'ai le vertige, j'ai الدوخة ou j'ai التقات ديال القلب كيضروني بزاف, donc on lui dit, venez, asseyez-vous, vous allez vous reposer minimum 5 minutes et je vais vous mesurer la tension. Et si je trouve que la tension, justement, est augmentée, donc je ne lui donne pas du tout un traitement, mais je l'oriente vers un médecin. Donc là, je vous ai fait un résumé du cœur pour savoir un petit peu tout ce qui est voie bleue. Donc c'est vous avez le bleu et le rouge. Donc quand il y a le côté rouge, la circulation rouge, elle est riche en oxygène. Quand elle est dans le bleu, elle est pauvre en oxygène, désoxygénée. Donc désoxygénée, elle va aller vers les poumons pour justement ramener de l'oxygène. Une fois que c'est ramené dans l'oxygène, donc il va être dans le cœur et il va être transmis par justement du côté artériel. Le côté artériel, c'est là où il y a la répartition de l'oxygène à travers tout le corps. Et puis vous avez la circulation veineuse. Veineuse, c'est ce qui fait venir
le sang désoxygéné au niveau du cœur pour qu'à chaque fois, il doit le remonter au niveau du poumon pour ramener de l'oxygène. Après, j'ai fait un petit schéma aussi où j'explique, où je vous montre la circulation, les deux circulations, et également les 6 familles des antihypertenseurs, avant de vous donner des cas, justement, pour accompagner le patient hypertendu. Donc, vous avez la première, toujours, vous avez la partie bleue, où le sang est pauvre en oxygène, et vous avez la partie rouge, où le sang est riche en oxygène. Et les familles des antihypertenseurs, là, j'ai mis pour chaque famille là où elle agit. Donc vous avez la famille où vous avez les antihypertenseurs centraux, donc ça va agir au niveau cérébral, et vous avez les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants agissent à 2 niveaux, au niveau du cœur, des muscles, donc au niveau des cellules musculaires qui sont au niveau du cœur, et ça agit au niveau veineux. Et vous avez donc au niveau des artères, il y a quoi? Il y a 3 classes de médicaments qui agissent à ce niveau-là. Les alpha-bloquants, les inhibiteurs calciques et les antagonistes. Les alpha-bloquants, ils bloquent les récepteurs bêta. Vous avez des récepteurs bêta qui sont spécifiques bêta 1, mais vous avez d'autres récepteurs bêta 2, etc. Donc ça dépend du type des bêta-bloquants. On a des bêta-bloquants sélectifs et on a des bêta-bloquants qui bloquent tous les bêta. Et vous avez les inhibiteurs calciques, parce que vous avez, à chaque fois que le calcium il rentre au niveau, justement au niveau artériel, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une contraction. La circulation du sang douce. Si maintenant on bloque l'entrée du calcium, ça va être moussa, et donc il va y avoir une bonne circulation du sang. Les antagonistes, donc, ils interviennent. Les antagonistes interviennent également au niveau des artères, et vous avez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, je vais vous montrer le schéma. Voilà, vous avez 2 familles, inhibiteurs de l'enzyme de conversion et puis les ARA2. C'est quelque chose de très important. Vous avez l'angiotensinogène qui est fabriqué au niveau hépatique et elle arrive par la rénine à devenir angiotensine 1, et le fait de faire transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2 grâce à une enzyme, l'enzyme de conversion. D'accord? C'est là où on a la famille, où on bloque cette enzyme. Quand on va la bloquer, on n'aura pas la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, quand elle va au niveau des artères, hop, comme ça, elle rend les artères. Si maintenant on la bloque, elle va laisser la circulation du sang bien se passer. Et donc, cette enzyme de conversion, elle bloque la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2, mais également au niveau pulmonaire, elle bloque la bradykinine en peptide inactif. Et ça, puisqu'elle bloque ici, et c'est pour ça que ça vient l'effet indésirable de cette famille-là d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, quand il y a des gens qui prennent cette classe de médicaments, ils ont comme effet la toux. Parce qu'elle bloque cette enzyme. Et donc, vous voyez, l'angiotensine 2, elle agit à quel niveau? Au niveau neurologique, au niveau des neurones, au niveau de tout ce qui est circulation sanguine, au niveau rénal, et donc au niveau hormonal également. Donc c'est pour ça qu'il y a des effets indésirables à beaucoup de cas. Maintenant, j'ai mis un tableau où je vous ai marqué toutes les classes des antihypertenseurs. J'ai marqué les effets indésirables pour pouvoir accompagner le patient. Par exemple, diurétique. Qui dit diurétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'urine bzaf, parce que plus on a l'urine qui est important, plus on a une concentration qui est importante. Donc si on veut l'éviter, on va donner un diurétique. Si une personne qui est sous diurétique qui vient et qui vous dit j'ai un vertige, donc
l'hyponatrémie. Pourquoi on a l'hyponatrémie? Parce que normalement, comme c'est un diurétique qui écrase l'eau, puisque l'eau, il est toujours copain avec le sodium. Donc, puisque le sodium, l'eau, il sort, il ramène avec lui le sodium. Donc, on a une hyponatrémie. Donc, il faut absolument dire au patient, ne vous en faites pas, il faut le rassurer et puis l'orienter vers un médecin pour qu'il lui change la famille. D'accord? Donc, je vous ai mis, pour chaque famille, j'ai marqué les effets indésirables et comment il faut accompagner le patient. Donc, les bêta-bloquants, voilà ce que ça donne. Et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ça donne l'atout, rassurer et voir le médecin. D'ailleurs, j'ai eu une patiente, ça fait déjà un mois, enfin plutôt un patient, qui est venu me dire, le médicament, c'était de l'azithromycine. J'ai dit, l'azithromycine, c'est pour qui? Il m'a dit, pour ma femme, ça fait un mois qu'elle a de l'atout. Elle a pris 3 médicaments et ça n'a pas marché. Et maintenant, on est parti voir sa cardio. Elle lui a dit, prenez de l'azithromycine, parce que c'est comme si vous avez une grippe. J'ai dit, quel type de médicament elle prend votre femme? Donc, il est parti chez lui, il est revenu me voir pour me donner justement le médicament qu'elle prend, sa femme. C'était un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Et je lui ai dit, je ne vous donne pas de l'azithromycine. Et j'ai marqué un bon, j'ai dit, vous le ramenez à votre cardiologue et donnez-lui mon téléphone si jamais elle ne veut pas vous changer de famille, comme la famille de l'antihypertension. Et comme ça, je lui explique. Il est parti la voir. 1 heure après, il est revenu me voir et elle lui a dit, oui, elle a tout à fait raison. Si je vous donne ce médicament-là, même elle avait pris 3 types de sirop. Et elle toussait pendant la nuit. Et elle lui a changé la famille, donc c'était vendredi. Le lundi, il est venu pour me dire, merci beaucoup, ma femme ne tousse plus. Donc le fait qu'on connaisse tous les... Je vous assure, le fait qu'on connaisse tous ces effets indésirables, c'est très très important pour accompagner le patient. Il y a aussi les inhibiteurs calciques qui donnent des œdèmes. Des fois, vous avez des personnes qui ont des œdèmes à ce niveau-là. Et si vous demandez à la personne qui vient vous voir pour vous dire il faut toujours demander quel type de médicament vous prenez. Et généralement, il y a des effets, justement, des inhibiteurs calciques. Alors, oui, bon, voilà, les AINES, justement, avec les diurétiques, donc, et puis les inhibiteurs calciques et les ARA2, on ne peut pas donner les AINES avec ces types d'antihypertenseurs. Et vous avez beaucoup de cas où le patient, quand il part, parce que normalement un patient qui a une maladie chronique, il va s'il a un diabète, il va chez l'oncologue, chez le diabétologue. S'il a l'hypertension, il va chez le cardiologue. Et puis s'il a un problème de douleur, il va chez le rhumato. Vous voyez, donc l'un ne demande pas quel type de médicament vous prenez, comme ça pour éviter les effets indésirables. Alors, les antirhumes qui contiennent de l'éphédrine, attention, on ne peut pas les donner pour les personnes qui sont hypertendues. Pourquoi? Parce que l'éphédrine, elle fait de la vasoconstriction. Donc, vous donnez un autre antirhume. D'ailleurs, à la fin, je vais vous donner lequel. Les médicaments qui contiennent, il faut leur éviter justement tous les médicaments qui sont effervescents parce qu'ils contiennent beaucoup de sodium. Il faut les inhibiteurs, par exemple les inhibiteurs enzymatiques. Donc il y a une liste des médicaments qui sont dans justement les inducteurs enzymatiques, qui diminuent ou qui augmentent. Et là, j'ai mis les principes actifs, les diurétiques, j'ai mis des noms que je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Après, je passe à quelque chose de très très important, la contraception. Comment conseiller? Mais avant de vous dire comment il faut conseiller, il faut d'abord que je donne la définition de ce que c'est que le mot contraception. Et puis, je vais vous donner je vais vous expliquer comment comprendre le cycle justement menstruel. Quand on comprend le cycle menstruel, chaque classe de contraception, vous allez la comprendre facilement. Donc, la contraception, elle désigne quoi? C'est le moyen visant, par exemple, après un rapport, c'est d'éviter une grossesse. Donc, c'est ça, la contraception. Il y a plusieurs méthodes de contraception.
Mais moi, pour le moment, j'ai mis que la contraception, la pilule. Mais il y en a beaucoup, je pense que tout le monde les connaît. Alors, ça, c'est le cycle. Le cycle menstruel chez la femme, il commence entre le J1, c'est-à-dire le premier jour où elle a ses règles, jusqu'au dernier. Alors, normalement, la moyenne, c'est 28% de femmes. Ils ont un nombre de jours du cycle de 28 jours. Vous avez 10% qui ont au-delà de 28 jours. Ça peut aller même jusqu'à 36 jours. Et puis, vous avez 10 autres pourcents qui sont inférieurs à 28 jours, qui peuvent avoir même 21 jours. Peu importe, l'essentiel, c'est que moi, j'ai pris la moyenne et j'ai calculé en fonction de ça. C'est-à-dire, si par exemple, elle a 26 jours, on divise par 2 et on a l'ovulation qui va se passer 13 plus ou moins 2. Si maintenant, on est à 28, c'est 14 plus ou moins 2. C'est ça la période, justement, d'ovulation. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, on a la première partie de 1 jusqu'à 14, c'est la première phase folliculaire. Et la deuxième phase, c'est la phase lutéale. Quelle est la différence entre les deux? La phase folliculaire, c'est la phase où les follicules, dès qu'ils ont, ça commence au premier jour, vous avez justement de l'hypothalamus, il y a 2 hormones qui viennent, la FSH et la LH. Vous avez plutôt, la FSH qui vient, c'est pour activer justement les follicules entre 10 et 14 follicules. Et puis, au fur et à mesure qu'ils grandissent, en arrivant là, il y a un qui va être vraiment bien animé, et bien lui, il envoie un message, parce que comment il va envoyer un message? Par les oestrogènes, parce que tout en recevant la FSH, c'est l'hormone qui va leur permettre de devenir grands, il envoie un message direct à l'hypothalamus pour lui dire « Je suis prêt, j'ai gagné, c'est moi qui vais sortir l'ovocyte ». Et l'hypothalamus le comprend et elle arrête l'envoi de la FSH et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner la LH. Et cette hormone-là, c'est la clé qui va aider à ouvrir le follicule l'ovocyte. Donc, à ce niveau-là, les autres, donc normalement c'est entre 10 et 14 follicules, tous les cycles. Donc, il va y avoir un qui va réussir et les autres, et donc là, on passe à la première phase qui est la phase folliculaire et la deuxième phase, c'est la phase lutéale. C'est quoi la phase lutéale? Vous avez vu que la première, donc ici, la LH, vous avez le pic, c'est ce qui a permis la sortie pour l'ovocyte. Et vous avez toujours des oestrogènes depuis le début qui augmentent. C'était justement l'envoi de quantité d'oestrogènes qui a stoppé la FSH et qui a donné la LH. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La progestérone qui va commencer à sortir. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. La phase lutéale, c'est quoi? C'est justement pour préparer l'utérus à recevoir justement le fœtus, c'est-à-dire l'ovocyte fécondé. Une fois qu'il va recevoir, donc ça va être l'utérus qui va être bien prêt grâce à l'augmentation de progestérone. Donc, si on comprend tout ça, on va comprendre comment agit justement la pilule. D'accord? J'ai été claire, j'espère? Alors, pilule contraceptive orale, donc il y a justement donc ça s'est fait avec deux types donc la progestérone et l'éthynylœstradiol, donc ou alors juste donc quand elle est faite par les deux, on l'appelle pilule ostroprogestative, oestrogène plus la progestérone. Quand elle est faite que par la progestérone, on l'appelle pilule progestative. Donc la pilule ostroprogestative, comment elle agit? Parce que la femme qui prend la pilule, elle la prend tous les jours. Donc, il y a une quantité qui est toujours la même. Et quand il y a justement cette quantité qui est toujours la même, eh ben, il n'y aurait pas de pic d'œstrogène
Et quand il n'y a pas de pic d'oestrogène, il n'y a pas de LH, et donc il n'y aura pas justement d'ovulation. Donc la pilule œstroprogestative arrête l'ovulation. Est-ce que c'est clair? Et puis vous avez la pilule progestative, elle agit que... Bon, de toute façon, là, la pilule œstroprogestative, elle agit à 3 niveaux. Elle bloque l'ovulation, mais également, elle entraîne un épaississement de la glaire cervicale. Comme ça, elle ne va pas recevoir, elle va stopper justement les spermatozoïdes. Et une atrophie de l'endomètre pour qu'ils ne reçoivent pas justement quand il y a un fœtus. Par contre, la pilule progestative, elle agit uniquement sur la glaire cervicale pour stopper justement l'arrivée du spermatozoïde. Sauf Cerazette, elle bloque aussi l'ovulation, mais on ne sait pas par quel mécanisme. Alors, voilà, donc les méthodes de l'œstroprogestative, c'est les pilules. Bon, tout ce qui est œstroprogestatif, ça n'existe pas uniquement dans les pilules, mais il existe dans d'autres formes galéniques. Alors, il y a aussi un autre type de la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, qu'est-ce qu'elle contient? On a deux. On a Navella et El-Lawan. Donc, ces pilules-là, ils font absolument... là, j'avais mis 65 dirhams et 145, mais c'était le prix. Maintenant, c'est moins 7%. Il y avait pas, ça, c'était avant. Donc, Navella ou El-Lawan, il y a beaucoup de cas où, justement, on vient nous demander cette pilule du lendemain, mais il faut absolument demander à la femme qui va demander ça, combien de fois vous avez déjà utilisé ce type de pilule? Parce qu'il ne faut pas l'utiliser plus de 3 fois par an. Il faut lui conseiller une vraie méthode de contraception, mais pas toujours utiliser la pilule du lendemain. Alors, oui, normalement pour ça c'est le dispositif intra-utérin. Normalement c'est aussi utilisé comme pilule du lendemain, comme contraception du lendemain, mais pas au Maroc. Donc, et puis bon, il y a d'autres méthodes qu'on peut justement pour accompagner les personnes à prendre la pilule. Il faut toujours prendre la pilule, pour la première fois qu'on va la prendre, il faut la prendre l'idéalement, c'est entre le premier jour et maximum le 5e jour. Pourquoi? Si on la prend au-delà du 5e jour, on ne va pas stopper justement l'arrivée de la FSH. Si on ne stoppe pas l'arrivée de la FSH, il va y avoir une ovulation. Donc, il faut conseiller aux personnes la meilleure façon de prendre la pilule pour la première fois. Premier jour, 2e jour, 3e, maximum le 5e jour. Au-delà du 5e jour, il faut éviter de la prendre et attendre le cycle prochain. Durée, par exemple, il y a des pilules qui sont pour 21 jours. Il faut absolument leur dire un arrêt de 7 jours. Toujours l'œstroprogestative. Donc, 7 jours, c'est quoi? Par exemple, elle arrête le mercredi. Il faut lui dire, ce n'est que le vendredi, le jeudi d'après, parce que c'est 7 jours. Vous arrêtez le samedi, ce n'est que le dimanche d'après. Et vous lui demandez d'écrire ça pour qu'elle puisse bien se rappeler. Quand il y a par exemple, il y a des pilules où c'est marqué, où il y a 22 jours. Il faut un arrêt de 6 jours. Respecter le sens, c'est-à-dire absolument, s'il y a des personnes qui prennent, il y a des cas où on prend la pilule des fois à 2h de l'après-midi, on peut la prendre à 11h du soir. Non, il faut toujours respecter. D'ailleurs, pour tous les médicaments qui sont d'une manière chronique, il faut toujours respecter l'horaire de la prise. Alors, vous avez aussi des médicaments qui ont des dosages qui évoluent, surtout des dosages des oestrogènes, et des fois le dosage d'oestrogène et de progestérone. Et puis, vous avez quels sont les effets indésirables? Très souvent, c'est des nausées, prise de poids, et puis des modifications bénignes du tissu au niveau du sein, et ça peut même donner des migraines. Alors, contre-indication de la pilule, pour quel cas? Ça, je parle de la pilule œstroprogestative, oestrogène et progestérone. Quand une personne qui a un allaitement, qui est par exemple en train d'allaiter, on ne peut pas lui donner l'œstroprogestative, mais on peut lui donner la progestative. Par exemple, quand il y a une personne qui a des varices, on ne peut pas lui donner. Des antécédents vasculaires, même dans le cas familial. Quand il y a un diabète
mais qui n'est pas bien parce que des fois on peut donner l'œstroprogestatif dans un diabète qui est équilibré. Mais quand il n'est pas équilibré, on ne peut lui donner que la progestative. Le tabac, la fibrone B. Alors, l'effet sur la coagulation. Pourquoi justement les personnes qui ont un problème de coagulation, on ne peut pas leur donner la pilule œstroprogestative, mais on peut leur donner que la progestative? Parce que les oestrogènes interviennent au niveau justement au niveau de la synthèse du fibrinogène, c'est-à-dire le fibrinogène, il intervient en quoi? Il intervient au niveau de la coagulation, ainsi que les facteurs 7, 9 et 10. Donc ça diminue la synthèse de l'antithrombine. Donc puisque l'œstrogène intervient dans la coagulation, on ne peut pas la donner justement pour ces personnes-là. Par contre, on peut donner la progestérone. Alors, les contre-indications absolues, c'est quand il y a beaucoup de cholestérol, quand on a une hypertension qui n'est pas bien contrôlée, les accidents thromboemboliques et certains cancers, les cancers qui sont hormonaux, le diabète avec complications, les céphalées avec des migraines, les traitements de l'épilepsie, les hépatites. Donc, on ne peut pas donner, c'est une contre-indication absolue. Alors, ici, j'ai donné... Il y a beaucoup de générations des pilules. Vous avez la première génération, la deuxième, troisième. Et pourquoi on a changé justement ces générations? Parce que la première génération qui était Triella, c'était des médicaments qui donnaient beaucoup d'effets indésirables. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé un petit peu les molécules et on est passé à la deuxième génération. Et après, à chaque fois, on change pour passer de génération à génération. Et donc là, j'ai mis à chaque fois telle pilule, par exemple, qui a par exemple Mercilan qui manque, on ne va pas la changer par le Minidril. On doit rester uniquement sur la même génération. Alors, oui, donc c'est ça. Et puis vous avez les autres anti... Ouais. Vous avez la contraception de postpartum, là, c'était postpartum, pas postpartum. La femme allaitante, qui normalement, on doit lui donner la pilule que 6 mois après. Pourquoi? 6 semaines après. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle est enceinte, normalement, les follicules ne travaillent pas, ils sont stoppés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que, justement, elle va accoucher, donc, le cycle, il va redémarrer. Donc, on lui donne 6 semaines pour qu'il puisse, justement, démarrer, pour que les follicules travaillent. Alors, au-delà de 6 semaines, on peut donner, justement, la pilule. Mais pour une femme qui allaite, il vaut mieux lui donner que la pilule progestative, pas l'œstroprogestative. Et au-delà de 6 mois, on peut lui donner la pilule œstroprogestative. Mais à condition que cette femme, par exemple, qui fait par exemple les katarta ou la pilule, on peut ne pas lui donner la pilule, mais à condition qu'elle donne minimum 8 fois par 24 heures. Si elle ne donne pas ça, on n'aura pas l'hormone justement qui augmente le lait. C'est elle qui bloque la FSH et éventuellement la LH. La femme non allaitante, donc si les règles sont revenues, elle peut recommencer justement la pilule indiquée dans les autres femmes ayant des cycles réguliers. Alors, là j'ai mis quelques cas. Par exemple, une femme qui vient, qui vous dit « je prends la pilule et j'ai comme effet des vomissements ». Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Par exemple, خدتها مع 9 الليل et elle vous dit راني تقيت مع 10:30. Si elle vomit 1 heure ou même maximum 2 heures, il faut qu'elle reprenne la pilule parce que مشات خرجت. Donc, si elle doit prendre une autre pilule. Les vomissements et diarrhée, la même chose. Si les vomissements et diarrhée, il faut reprendre la pilule. À chaque fois, il y a des personnes qui viennent et qui nous disent « Voilà, j'ai eu tel et tel cas, donc qu'est-ce que je peux faire ?»
Alors, j'ai pris 2 comprimés parce que je me suis trompée. Normalement, moi, je prends mes comprimés toujours, par exemple, à 8 heures du soir. Je l'ai pris à 8 heures du soir et puis j'étais en train de travailler. Et puis, à 11 heures, j'ai repris une autre pilule. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pris 2 le même soir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, il n'y a pas de problème. Continuez justement votre prise normalement. Alors, j'ai commencé ma nouvelle plaquette avec 1 jour de retard. Par exemple, elle vient lundi, elle me dit, normalement, je devais absolument prendre la pilule le dimanche, mais le dimanche, la pharmacie était fermée. Alors, voilà, je vais la prendre aujourd'hui. Il faut lui dire, il y a quand même 1 jour de retard. Ce qu'il faut, c'est prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir et compléter votre prise. Donc, c'est un oubli maximum à ne pas dépasser 12 heures pour les pilules œstroprogestatives. Par contre, la pilule progestative, c'est 6 heures. Alors, j'ai eu des saignements. J'ai pris cette pilule et j'ai eu des saignements. Qu'est-ce qu'il faudrait lui conseiller? Hein? Pardon? 2? J'ai pas entendu. Elle a eu des saignements. Hein? Voilà, il faut lui demander est-ce que c'est répétitif? Parce que si c'est répétitif, il faut absolument l'envoyer voir un médecin. S'il y a persistance, c'est voir un médecin. Alors, j'ai pris la pilule, j'ai arrêté les 7 jours comme vous me l'avez dit, mais je n'ai pas eu mes règles. Est-ce que je la reprends ou pas? Faire un test. Si le test de grossesse est positif, arrêtez. Sinon, continuez. Pas grave, c'est pas d'oublier, continuez à la prendre. Normalement, si oublie, il faut faire un test de grossesse. Alors, demande d'un médicament qui stimule l'appétit. Quand il y a beaucoup de gens qui viennent et qui nous demandent, vous savez les médicaments qui sont, bon, j'ai marqué la cyproheptadine, c'est le principe actif, mais généralement on demande quoi? L'antinorex. Est-ce que vous donnez ça facilement ou alors vous demandez des conseils? Moi, je demande toujours un conseil parce que quand il y a un patient qui vient et qui me dit donnez-moi tel médicament parce que j'ai par exemple mon fils qui n'a pas d'appétit et tout, je pose des questions parce que vraiment dans 80% des cas, l'origine de la perte d'appétit, c'est les anémies. Donc, je leur dis d'abord donnez-moi s'il n'a pas tel et tel et tel et tel symptôme, ou alors ramenez-moi la personne, ou si c'est elle-même qui vient, donc je lui fais un petit truc comme ça, et quand je sais qu'il y a un risque d'avoir de l'anémie, je lui dis, écoutez, c'est vrai que l'anémie, normalement, elle cause le manque d'appétit. Pourquoi? Parce que, normalement, quand il y a un manque de fer, manque des globules rouges, ça peut être même des vitamines B12 ou vitamines... Donc, s'il y a ce manque, donc il n'y aura pas assez d'oxygène au niveau des cellules, et s'il y a un manque d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien justement, il n'y aurait pas d'appétit. Donc je lui dis, il vaut mieux faire un examen justement pour vérifier s'il n'y a pas d'anémie. Si vous avez l'anémie, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner ce médicament-là pendant 3 mois, le temps que votre anémie se régulise, et puis, mais vous arrêtez. Pourquoi? Parce que la cyproheptadine, elle donne énormément d'effets indésirables, et je vais vous donner les effets indésirables que donne la cyproheptadine. Et c'est même des fois très très méchant. Il y a d'autres causes, ça peut être aussi le cause digestif, ça peut être une dysbiose intestinale, donc on équilibre. Donc il faut toujours poser des questions, depuis quand vous avez ceci? Est-ce que vous avez de la fatigue? Est-ce que vous avez... Comme ça, on peut orienter pour faire un bilan, ou alors leur donner un médicament qui va corriger la cause du manque d'appétit. Alors, pardon? La cyproheptadine. Là? Ça stimule l'appétit. Mais vous savez pourquoi elle stimule l'appétit? Parce que la cyproheptadine, normalement, c'est un antihistaminique, H1. Dans les antihistaminiques, il y a plusieurs. Il y a H1, H2, H3, H4. Mais elle n'intervient pas uniquement
comme antihistamine H1 et c'est tout. Donc tous les récepteurs de l'histamine qui sont au niveau de tout le corps, elle va les bloquer. Mais elle intervient également au niveau au niveau du récepteur de la sérotonine. Et ce récepteur de la sérotonine, c'est lui qui active justement, c'est au niveau du paracétamol, qui là où ça active la faim, où ça diminue. Quand ça bloque, eh ben, justement, la faim, c'est-à-dire je vais là. Et là, quand je là, évidemment, c'est pour ça que ça donne de l'appétit. Et donc, elle intervient au niveau de la sérotonine et elle intervient au niveau de tous les récepteurs, justement, là où il y a l'histamine. Donc, vous voyez, elle a une activité antihistaminique, anticholinergique, adrénolytique, centrale. Donc, elle a stoppé les effets de l'histamine, notamment sur la peau, les vaisseaux, les muqueuses, conjonctivales, nasales, bronchiques. Donc, elle peut donner des problèmes à tous ces niveaux-là. D'ailleurs, en France, c'est devenu, la cyproheptadine est devenue avec le médical. Si on n'a pas l'ordonnance, on ne peut pas avoir la cyproheptadine. Or, chez nous, c'est très, très demandé. Pardon? Oui. Donc, non, et on peut conseiller autre chose. Hein? Oui, d'autres, oui, le fenugrec. Voilà. Moi, je préfère. Mais des fois, quand eux, ils viennent pour demander justement un médicament de la cyproheptadine qui n'est pas cher, et tu lui dis, voilà, je vais te donner quelque chose. C'est très difficile, mais on peut leur conseiller. Je vais vous dire 20 dirhams ou 12 dirhams, ou donc c'est pour ça qu'on a du mal à leur changer un petit peu la. C'est-à-dire pour activer la les effets indésirables. Ah oui, bien sûr. Et en plus, maintenant, justement, le fenugrec, on le met toujours avec d'autres vitamines. Ah, pardon. Alors, vous avez, voilà, donc j'ai marqué la liste, justement, via la cyproheptadine, antinorex, apétine, aractine et tout. Donc, tous ces médicaments-là, il y en a qui sont tout seuls, il y en a avec des vitamines, et surtout les vitamines B. Alors, ça peut donner, justement, des troubles digestifs, des troubles de la vision, des rétentions urinaires, des palpitations, parce que ça intervient à tous ces niveaux-là, au niveau cellulaire. Les effets métaboliques, donc c'est normal, parce qu'on aura la prise de poids, parce que l'augmentation de l'appétit, donc ça peut donner une hypotension orthostatique. Donc, en connaissant tous ces effets indésirables, on doit absolument diminuer. Madame, comme il a cité le docteur Jacques, hors de l'AMM, c'est dangereux. Alors, comme il a cité le docteur Jacques, hors de l'AMM, tous les médicaments, c'est dangereux. Pourtant, chez nous, au Maroc, on donne la cyproheptadine hors de l'AMM. Alors, on le prescrit ou bien on le donne, même des médecins, on le prescrit, on le donne hors de l'AMM. Ça veut dire pour l'appétit. C'est pas pour comme antihistaminique ou bien anti-allergique. Bien sûr. C'est pour ça. Il n'est pas dans l'AMM. L'AMM, il n'y a pas l'indication comme quoi ça augmente l'appétit. Voilà. C'est comme antihistaminique. Donc, l'usage chez nous au Maroc, c'est hors l'AMM. C'est pas bien pour. Sûr, voilà. C'est effet indésirable qui est utilisé comme effet direct. Pourtant, quelques labos, ils le citent dans leur notice comme stimulant de l'appétit. Pas avec... stimulant. Oui, comme stimulant de l'appétit. Vous savez, même il y a des fois des gens qui viennent avec TikTok ou en un mois en prenant ce médicament-là. Et elle croit plus TikTok que le pharmacien ou l'aide pharmacien. C'est vraiment dommage. Donc les effets indésirables de la cyproheptadine, l'hypotension, les vertiges, l'agitation, donc tout ça, il faut bien le connaître pour éviter justement de le conseiller. Alors, le rapport, j'ai mis le rapport tout à l'heure, j'ai parlé de rapport entre le fer et l'appétit. Demande de médicaments anti-rhume,
Donc, évidemment, ça c'est pour compléter l'automédication dont a parlé le professeur Jacques Luxoro. Tout à l'heure, il parlait de l'automédication quand il y a quelqu'un qui vient. D'ailleurs, au Maroc, il y a eu une étude qui a été faite par le Centre de pharmacovigilance et qui disait qu'il y a 60% des patients qui viennent demander d'abord des conseils au niveau de la pharmacie. Et donc, dans la majorité qui sont des femmes qui viennent, d'abord la femme, elle vient soit pour elle, soit pour son fils, soit pour son mari. C'est pour ça qu'il y a 60% de femmes qui viennent, de patients, mais la majorité, c'est des femmes. Alors, les principales causes, pourquoi les gens viennent chez nous pour demander, justement, pour demander de l'automédication, ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir un médecin pour payer. Deuxièmement, les contraintes, le manque de temps, par exemple, pour aller voir un médecin ou pour aller voir les hôpitaux. Donc tout ça, ce sont des causes pourquoi les gens viennent chez nous. Maintenant, les nombreux médicaments qui sont très très demandés, donc j'ai mis la liste, mais en particulier, on a les gens qui viennent demander souvent, je veux tel médicament pour la grippe. Mais moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient qui me dit je veux tel nom pour la grippe, je lui dis c'est pour qui ? Parce que je dois savoir si cette personne, elle a de l'hypertension, donc je ne dois pas lui donner tel antirhume. Donc voici les antirhumes que je conseille pour, c'est le Doligrip, Febrex, Rhinofebral, Rhinomex, c'est tout. Les seuls qu'on peut donner justement aux personnes qui ont de l'hypertension. Et puis il y a aussi d'autres antirhumes où il n'y a pas de sucre, anti-sucre, qu'on peut conseiller pour les diabétiques. Mais sinon pour les autres médicaments antirhumes, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup, donc on leur dit, prenez ça pendant 3 jours. Si au bout de 3 jours, vous n'avez pas résolu votre problème de rhume, allez-y voir un médecin. Des fois, ils reviennent chez nous pour nous dire, azithromycine. Donc, voilà. Donc, ça c'est juste pour résumer un petit peu l'automédication pour les anti-rhumes. Voilà, donc je pense que c'est la fin. Et je vous remercie pour votre attention.